Je m'appelle Adèle Rousseau, j'ai 29 ans. Mardi dernier, assise dans mon bureau à Lyon, j'ai écouté 37 messages vocaux venus de ma famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 6 ans. Pas un seul n'a dit je suis désolé. Chacun disait exactement les mêmes 3 mots. 6 ans plus tôt, j'avais quitté la maison de ma mère avec 150 €, une valise, et les vêtements que je portais. Ma famille avait raconté à toute la ville que j'étais instable, que j'avais besoin d'aide psychiatrique, qu'ils étaient morts d'inquiétude. Ils n'étaient pas inquiets, ils étaient soulagés, et ils l'auraient resté si ma sœur n'avait pas tapé mon nom sur Google la semaine dernière. Vézelise, en Lorraine, une petite ville où tout le monde connaît vos affaires avant vous-même, où les ragots voyagent plus vite qu'Internet. Le réveillon de Noël chez les Rousseau, c'était toujours la même mise en scène. La porcelaine de ma mère sur la longue table, 14 proches coude à coude, mon père versant du vin comme si le silence pouvait s'y noyer. J'avais 22 ans, je travaillais 2 emplois, serveuse le soir dans une brasserie, standardiste dans une agence immobilière le jour, économisant chaque centime pour un avenir que je n'arrivais même pas encore à nommer. Ma sœur Léa venait d'être promue coordinatrice marketing dans une compagnie d'assurance régionale, même salaire, nouveau titre. Ma mère s'est levée en bout de table pour porter un toast. À Léa, notre étoile, qui rend cette famille fière. 14 verres se sont levés. J'ai levé le mien aussi, par réflexe. Personne ne m'a demandé comment allaient mes études du soir, mes économies, mes projets. J'étais du papier peint dans la maison de ma propre famille, un meuble qu'on ne remarque que lorsqu'il gêne le passage. J'étais venue à ce dîner avec une question simple. J'ai attendu le dessert, quand le bruit des conversations s'était installé dans ce bourdonnement chaud des repas de famille. Maman, ai-je demandé, est-ce qu'il reste de l'argent dans le fonds d'études que grand-mère Suzanne avait mis de côté pour nous? Elle m'avait dit avoir réparti une somme égale entre Léa et moi. La table s'est figée. Pas le silence confortable, celui qui vous dit qu'une grenade vient de rouler sous votre chaise et que tout le monde l'a vu sauf vous. Ma mère a posé sa tasse lentement, a regardé chaque convive un par un, puis a dit d'une voix mielleuse à en pourrir les dents, « Voilà ce que je vis depuis des mois », elle devient erratique. Je n'ai rien répondu. J'étais assise là, ma part de bûche refroidissant dans mon assiette, 14 paires d'yeux posés sur moi comme si je venais de blasphémer à l'église. Ma tante Bernadette a tendu la main pour tapoter la mienne. « Chérie, ta mère veut juste ton bien. » Je me suis excusée, suis allée à la cuisine, et commencé à faire la vaisselle, parce que c'est ce que je faisais à chaque réunion de famille. Je nettoyais pendant que tout le monde célébrait. Un réflexe musculaire. L'eau coulait, mais j'entendais encore les voix par l'entrebâillement de la porte. Ma mère chuchotait à ma tante Colette, le fonds de Suzanne a servi pour la voiture de Léa et ses cotisations d'association étudiante, Adèle n'en a pas besoin, elle ne va nulle part de toute façon. J'ai fermé le robinet. Grand-mère Suzanne avait ouvert des comptes d'études séparés pour chacune de nous, 6 000 € chacune. Elle me l'avait confié elle-même 2 ans avant sa mort, assise à sa table de cuisine, me tenant les mains. C'est pour ton avenir, ma chérie. Personne ne peut y toucher sauf toi. Quelqu'un y avait touché. Je suis retournée dans la salle à manger. Ma mère remplissait son verre de vin. Cet argent était le mien, ai-je dit. Grand-mère l'avait laissé à mon nom. Tu n'avais pas le droit. Elle n'a pas scié. Elle a posé la bouteille, croisé les mains, incliné la tête de cette façon qu'elle avait toujours quand elle s'apprêtait à réécrire la réalité. Tu es dramatique, Adèle, comme toujours, tu ramènes tout à l'argent. Je te parle de 6 000 € laissés à mon nom. Et je te dis que tu ressembles de plus en plus à ta grand-mère, toujours à remuer les choses. Ce mot m'a arrêté net, car ma grand-mère était la personne la plus douce et la plus courageuse que j'ai jamais connue, et ma mère prononçait son nom comme une saleté à racler sous sa chaussure. 10 minutes plus tard, ma mère a réuni tout le monde au salon. Je connaissais déjà cette chorégraphie, différentes fêtes, même déclencheur, même mise en scène. Elle a tamponné le coin de son œil avec une serviette. J'ai essayé de garder ça privé, mais je crois que tout le monde doit savoir. Adèle traverse des épisodes difficiles. Je la couvrais depuis des mois, mais ce soir, elle a désigné ma direction comme on montre une pièce à conviction. J'ai regardé mon père. Il était assis dans son fauteuil, les mains sur les genoux, les yeux rivés sur le tapis. Il n'a rien dit.
J'ai regardé mon frère Julien, appuyé contre le mur, bras croisés. Il a hoché la tête, un petit signe, pas vers moi, vers elle. J'ai regardé Léa. Elle faisait défiler son téléphone. 14 proches dans cette pièce, et pas un seul n'a demandé « Adèle, ça va ?» Je suis montée, j'ai fait ma valise, 150 € de pourboire, un manteau d'hiver, et une petite boîte en bois que grand-mère Suzanne m'avait laissée, jamais ouverte en 2 ans parce que l'ouvrir signifiait admettre qu'elle était vraiment partie. En descendant l'escalier, la voix de ma mère m'a suivie jusqu'à la porte d'entrée. « Si tu franchis cette porte, ne reviens pas. » Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, parce que je savais que je ne la rouvrirais jamais. Dehors, la neige tombait sur Vézelise. J'avais une valise, 150 €, et nulle part où aller. J'ai pris un billet de train de nuit jusqu'à Lyon, la ville la plus lointaine que je pouvais atteindre avec ce que j'avais. J'ai passé ma première nuit dans un foyer pour femmes, puis dans une auberge de jeunesse qui sentait la javel et les mauvaises décisions. Sans historique de crédit, sans référence, sans contact local, j'ai trouvé un emploi en 2 semaines, réceptionniste chez Delorme et Associés, un petit cabinet de conseil aidant les communes à obtenir des subventions de développement. Ce n'était pas glamour. C'était un salaire. 3 semaines dans ma nouvelle vie, j'ai regardé les réseaux sociaux une dernière fois. Ma mère avait publié dans le groupe familial « Gardez Adèle dans vos prières, elle traverse une période difficile, notre porte reste ouverte ». Des dizaines de likes, des commentaires compatissants. Le commentaire de Julien trônait en haut, elle a toujours été la dramatique de la famille. J'ai supprimé mon compte cette nuit-là et je ne suis jamais revenue en arrière. Chez Delorme, ma directrice, Margot, a remarqué mon travail avant que je ne le remarque moi-même. J'avais réorganisé tout le système de classement en 4 jours sans qu'on me le demande. Elle m'a offert un second dossier, puis un troisième. Je me suis inscrite en cours du soir à l'université, j'ai payé mes études petite bouchée par petite bouchée, sans emprunt. Pendant 6 ans, j'ai gravi les échelons, de réceptionniste à chef de projet, puis directrice des opérations d'un cabinet passé de 8 à 120 employés, avec des bureaux à Lyon et Bordeaux. Pendant ce temps, ma tante Colette m'a écrit un jour, m'avouant qu'elle avait été témoin, des années plus tôt, quand ma mère avait falsifié ma signature pour transférer l'intégralité de mon fonds d'études vers celui de Léa. Elle n'avait jamais osé le dire. Puis, 6 ans après mon départ, Léa, divorcée et criblée de dettes, cherchant un garant pour un prêt, a tapé mon nom sur Google. Elle n'y cherchait pas sa sœur. Elle y cherchait de l'argent. Elle a trouvé mon profil professionnel, un article de presse régionale, une citation de Margot me qualifiant de colonne vertébrale de l'entreprise. Les appels ont commencé le soir même, 37 messages en 24 heures, tous disant la même chose, aide-moi. Aucun ne disait pardon. 2 semaines plus tard, sans le savoir, ma propre entreprise m'a recommandée comme oratrice principale d'une collecte de fonds communautaires à Vézelise, organisée précisément par ma mère, présidente du comité. Je m'y suis rendue, sur mes propres termes, par ma propre porte d'entrée. Devant 200 habitants qui avaient cru pendant 6 ans que j'étais internée, j'ai raconté mon histoire sans jamais nommer personne. La salle s'est levée pour m'applaudir. Ma mère est restée clouée à sa chaise, livide, les mains crispées sur la nappe blanche. Depuis, elle a perdu sa présidence du comité. Mon père a emménagé dans la chambre d'amis. Ma sœur, sans garant, a perdu sa maison et dort désormais dans mon ancienne chambre, celle où l'on voit encore les trous de punaise de mes affiches. Mon frère a présenté de vagues excuses par texto, un seul mot, pardon, sans suite. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas encore. J'ai créé, en mémoire de ma grand-mère, une bourse pour les étudiants coupés de leur famille, financée sur mon propre salaire. Aujourd'hui, à Lyon, autour d'une table achetée en brocante avec des amis choisis, je n'ai jamais senti autant de sérénité. La porte n'est pas fermée à clé, mais elle n'est pas ouverte non plus. Elle attend que quelqu'un frappe avec autre chose que 2 mots. Si vous reconnaissez cette histoire, sachez que vous n'êtes pas ingrat, vous n'êtes pas fou. Partagez cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour la prochaine histoire.